Bonjour, pour réussir l'exercice 1 du bac en spécialité SVT, vous devez rédiger un texte argumenté. Il faut donc rédiger des arguments, c'est-à-dire des exemples, des expériences ou des observations. Dans cette vidéo, je vais présenter quelques arguments pour illustrer un exercice 1 du bac en lien avec la motricité involontaire, c'est-à-dire les réflexes. C'est parti. Vous pouvez tout d'abord vous baser sur des observations simples pour montrer les organes qui sont mis en jeu dans le réflexe myotatique. Vous pouvez prendre l'exemple du réflexe myotatique achilléen, qui correspond en fait à la contraction du muscle solaire dans le mollet, suite à son propre étirement provoqué par un coup sur le tendon d'Achille. Il en résultera donc une réponse qui est l'extension du pied. Les observations qui permettent de montrer l'implication des organes sont des observations simples médicales. Par exemple, lorsque le nerf sciatique, c'est lui qui clignote, lorsque le nerf sciatique est comprimé ou lésé, le réflexe myotatique achilléen est impossible, ce qui nous montre que le nerf sciatique joue un rôle dans la mise en œuvre du réflexe myotatique achilléen. Ce nerf est issu du bas de la région de la moelle épinière que l'on appelle la région lombosacrée. Dans une deuxième observation, on vous dit qu'une lésion dans le bas de la moelle épinière provoque la perte du réflexe achilléen, ce qui nous montre que la région lombosacrée de la moelle épinière joue un rôle fondamental dans le réflexe myotatique achilléen. Enfin, une troisième observation, si la lésion se passe au-dessus de la région lombosacrée, le réflexe myotatique achilléen est maintenu, ce qui nous montre que seule la région lombosacrée de la moelle épinière joue un rôle dans le réflexe achilléen, et donc que le cerveau ne joue pas de rôle. Donc en résumé, ces trois petites observations permettent de montrer que le réflexe myotatique achilléen met en œuvre un nerf, la moelle épinière, et pas le cerveau. On va continuer par voir quelle expérience historique peut être utilisée pour mettre en évidence le trajet des messages nerveux dans la moelle épinière. Vous savez que la moelle épinière possède un côté dorsal et un côté ventral. Le cœur de la moelle épinière est la substance grise, autour d'elle, il y a la substance blanche. Vous avez dû voir en cours que le message nerveux sensitif circule sur un neurone sensitif et passe par la racine dorsale du nerf achillien. Ce neurone sensitif fait une synapse avec un neurone moteur qui apparaît ici en rouge et qui va permettre la genèse d'un message nerveux moteur qui va se propager sur la racine ventrale du nerf achillien. Pour illustrer cela, vous avez le droit de vous appuyer sur les expériences historiques de Magendie, qui est un physiologiste français et qui a travaillé sur des chiens dans les années 1820. Donc il a pris un chien et il a réalisé des sections au niveau d'abord de la racine dorsale du nerf achillien. Dans ce cas, il a constaté que le chien perdait sa sensibilité, mais qu'il conservait sa motricité. Et en comparaison avec un témoin, il a pu en déduire que le message nerveux sensitif passe par la racine dorsale du nerf achillien. Il a également réalisé une section dans la racine ventrale du nerf, et dans ce cas, il a observé que le chien conservait sa sensibilité, mais qu'il perdait sa motricité. Toujours en comparaison avec un témoin, il a pu en déduire que le message nerveux moteur circule par la racine ventrale du nerf achillien. Donc en résumé, dans les années 1820, c'est François Magendie qui montre le trajet des messages nerveux dans la moelle épinière. Il montre que le message nerveux sensitif passe par la racine dorsale du nerf achillien, alors que le message nerveux moteur, lui, passe par la racine ventrale. On continue avec un nouvel argument pour montrer que dans les synapses neuromusculaires, le neurotransmetteur mis en jeu est l'acétylcholine. Dans une expérience, on prend un motoneurone qui est associé à une fibre musculaire. On va pouvoir stimuler l'axone de ce neurone moteur et enregistrer l'activité électrique sur la fibre musculaire. Voilà le résultat. Quand je stimule l'axone du motoneurone, je vois apparaître une réponse électrique sur la fibre musculaire. Il s'agit en fait de potentiel d'action musculaire. Dans une deuxième expérience, on va déposer une microgoutte d'acétylcholine sur la membrane de la fibre musculaire. Voici ce que l'on enregistre. On y voit là encore des potentiels d'action musculaire. Ce qui veut dire que la fibre musculaire réagit de la même manière quand l'axone est stimulé,
ou quand on dépose sur la membrane de l'acétylcholine, ce qui montre que l'acétylcholine est le neurotransmetteur impliqué dans la synapse neuromusculaire. Et si on dépose non pas une microgoutte, mais plusieurs microgouttes, eh bien on aura une fréquence de potentiel musculaire qui vont changer, ce qui nous montre qu'au niveau de la synapse neuromusculaire, le message nerveux est codé en concentration de neurotransmetteurs. En résumé, pour montrer que l'acétylcholine est le neurotransmetteur dans la synapse neuromusculaire, on peut se baser sur une expérience dans laquelle le dépôt d'une microgoutte d'acétylcholine sur la membrane plasmique de la fibre musculaire au niveau d'une synapse neuromusculaire déclenche l'apparition de potentiel d'action musculaire. Un dernier argument pour montrer l'origine du calcium qui est nécessaire à la contraction musculaire. Dans ce cas, on va modifier le potentiel de membrane d'une fibre musculaire et dans le même temps, on va mesurer la concentration en calcium du cytosol. On constate que la concentration cytosolique en calcium augmente le temps que la membrane plasmique est dépolarisée. Et on constate que dans le même temps, la concentration en calcium du réticulum sarcoplasmique diminue. Cette synchronisation des phénomènes suggère que le calcium est stocké dans le réticulum sarcoplasmique de la fibre musculaire, et lorsqu'il y a des potentiels d'action musculaire, le réticulum sarcoplasmique déverse le calcium dans le cytosol, ce qui permet la contraction musculaire. En résumé, pour montrer l'origine du calcium qui permet la contraction musculaire, on peut se baser sur une expérience qui montre que la dépolarisation de la membrane plasmique de la fibre musculaire est associée à une hausse de la teneur cytosolique en calcium et à une baisse de sa teneur dans le réticulum sarcoplasmique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt.